tu rêves des plus grands rôles dramatiques, tragiques, mais qu'on te donne de la matière, des super rôles. Tu viens de jouer les Fourberies de Scapin, puis tu as envie d'en manger là, du rôle. T'es dedans, là. Et puis là, on te propose des auditions pour venir jouer l'ours de Martin. Fait que là, les choses se sont enchaînées, dans le fond, puis t'avais pas nécessairement de raison de quitter la France. Ouais, tu sais, T'avais toujours des offres. Tu contrôles pas ce qui arrive, puis les événements se font, puis tu suis. Juste pour l'anecdote, c'est la fois où j'ai rencontré Michael Jackson. Hein? J'ai eu une deuxième comme vie qui s'est créée il y a 24 ans quand je suis arrivé en 1995, puis je rejoignais un frère et une sœur. Je ne savais pas à l'époque, mais c'est devenu vraiment mon frère et ma sœur. Avec le temps, c'est ça. Tu t'es pas refait une vie, tu t'es fait une deuxième vie. Oui. Cette semaine à l'épisode, on parle de la vie d'expatrié avec le comédien Denis Lefrançois. Expatrié en France depuis 1995, Denis Lefrançois mène une fructueuse carrière de comédien, d'auteur, de metteur en scène et de producteur. Je l'ai rencontré lors de son dernier passage au Québec pour m'entretenir avec lui sur sa vie d'expatrié et sur comment il en est venu à s'installer en France. Salut Denis. Salut. Ça va bien? Ben ouais, très bien. Merci d'être là à l'enregistrement du podcast partout dans le monde. Pour les auditeurs, j'aimerais juste ça que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es, qu'est-ce que tu fais et d'où tu viens? Qu'est-ce qui se passe avec toi dans ta vie en ce moment? Alors, OK, je suis né le 21 mai 1973 à Granby. C'est très précis, merci. C'est très précis, tu vois. Qui je suis, ben ça commence là. Oui. Non, moi, je suis comédien, auteur, metteur en scène. Je suis parti du Québec il y a 24 ans, à peu près. Oui. Parce que je suis parti au printemps 1995 pour aller passer 3 mois en France pour aller voir un ami. Mm-hmm. Et puis, ces 3 mois-là, ben, ils ont duré 24 ans. OK. Fait que t'es un expatrié du Québec en France. Ouais. Quand j'ai pensé à remonter ce podcast-là, t'étais dans la shortlist de gens avec qui je voulais parler. Parce que pour moi, c'est vraiment particulier. T'es la seule personne que je connais qui s'est vraiment expatriée aussi longtemps à l'étranger. Et tu l'es encore à l'étranger parce que tu vis au Québec, mais de façon très succincte. Tu es encore basé en France. Tu vis en France principalement. Ouais. Mais là, tu viens au Québec aussi pour des projets que tu veux monter. Oui, depuis 1 an et demi, je reviens au Québec régulièrement, mais j'habite encore en région parisienne. Puis, si on faisait un peu une espèce d'historique chronologique quand tu es parti, premièrement, pourquoi tu es parti, puis qu'est-ce que tu t'en allais faire là-bas, et aussi pourquoi tu es resté là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de rester là-bas? OK, non, mais parce qu'en plus, moi, je trouve que cette histoire-là, elle est belle, elle est intéressante, elle est dure aussi, mais en même temps, c'est la mort de quelqu'un qui fait que j'ai le parcours que j'ai. OK. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière pour ramener les faits. Oui. Moi, j'ai commencé vraiment à faire du théâtre assez tard, c'est-à-dire que je voulais, quand j'étais petit, faire le métier de comédien, mais quand t'es petit, tu sais pas ce que ça veut dire vraiment. Non. te dis, bon, ben, je veux être à la télé comme les gens que je vois, puis au final, c'est pas ça. Non. Mais j'ai commencé à faire du théâtre plutôt, je pense que c'était secondaire 5. C'est 4 ou 5, en tout cas, mais je pense j'ai souvenir du secondaire 5 sur une pièce. Là, je remonte un petit peu. Hein. Non, garde, il n'y a pas de mauvais endroit pour commencer. Vas-y. Sur une pièce de théâtre qui avait été écrite, je ne sais pas par qui, mais qui était pour les enfants et qui s'appelait Chabicoin. OK. Puis je me souviens, je veux pas me tromper dans les noms des amis d'époque parce que je crois me souvenir, mais on ne sait jamais qui avait le rôle de Chabicoin à l'époque par la prof de théâtre à l'école secondaire. Mais au final, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé à ce qu'elle m'a dit, la prof, ben écoute, Denis, c'est toi qui vas faire finalement le rôle principal. Tu sais, au départ, j'étais prévu pour un petit rôle, puis je me retrouve avec le rôle principal, puis c'était un canard. OK.
Chabicoin. Ah. Tu vois, je connais pas ça, moi, cette pièce-là. Je m'en souviens plus tellement. Je me souviens juste d'en faire je suis Chabicoin. Il y avait je me balade de clopin, clopin. OK. Puis Voilà, il y avait une petite chanson. là, t'étais au secondaire? Là, j'étais au secondaire. Secondaire 5? Puis il fallait présenter ça à des enfants de la ville. Ah! Tu sais, c'était- ben oui, OK, c'était- c'était pas pour tes amis que tu Non, non, faisais ça non, dans, non, dans l'école. Là. C'est OK. C'était un projet que vous alliez présenter la pièce à des jeunes enfants. Dans le cadre du cours de théâtre, on faisait Ah un oui. spectacle. Puis le spectacle était. Je me souviens parce que j'avais les enfants des voisins que je gardais, OK. qui étaient venus me voir puis qui m'appelaient Chabicoin après. Ah, oh, quand ouais, ils là, me ça t'a voyaient. suivi. Et c'est juste pour l'anecdote, parce que je me souviens que je m'étais fait un bec de canard avec une palette de casquettes Ah, oui. pour me faire une espèce de nez. De J'avais nez de fabriqué canard, quelque chose ouais. à l'époque. Bon, là, je passe l'épisode. Oui, de non, Chabicoin. tout est bon en passant. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça mourant, mais vas-y, continue. Pourquoi t'es en France? Parce que J'ai fait Chabicoin. Ça a changé ma vie. Et donc, de Chabicoin. Tu dois être le seul en passant. Ben, c'est C'est ça. sûrement le seul à cause que tu es en France. Pourquoi? Parce que tu as fait Chabicoin. Ben, c'est Oui, unique, non? quand même. Oui. Quand même. Donc, si jamais vous cherchez un canard et qu'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast quelque part, ben, appelez-moi. Oui, c'est ça. Donc, après, je suis parti au cégep de Valleyfield Oui. et en langue et littérature. Oui. Et puis, je me suis beaucoup concentré, beaucoup peut-être trop, sur mes cours de théâtre, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, les autres cours ne m'intéressaient plus finalement, Ok. parce que j'étais beaucoup dans le théâtre tout le temps. Avec, C'est ça qui t'intéressait. Là. on avait un prof de théâtre qui s'appelait Philippe Grenier, avec lequel on montait des spectacles, les élèves du cégep là, à l'époque. Oui. Et puis, j'ai fait pas mal d'expériences théâtrales avec lui. Et c'est vrai que je me souviens qu'il y avait des bons retours disant, ben tiens, s'il y a dans l'équipe des comédiens qu'on voit sur scène, celui-là, Denis Lefrançois, il pourrait faire ce métier-là. Oui. Tu sais, ça rentre dans tes oreilles, puis tu fais, ah, ben écoute, Ouais, j'y pense. Ça a commencé à faire son chemin. Ouais. Ouais. Et en 1992, j'avais 19 ans. Oui. Je me suis dit, tiens, moi, j'aimerais ça faire une expérience de voyage. Et je me suis inscrit sur les programmes vacances-travail où tu partais 3 mois à l'étranger, et tu trouvais une job, puis ben, tu revenais après ici, au Oui. Québec. Et C'était pendant l'été, tu partais. Puis, ouais, c'est ça, une job d'été. Mhm. Et puis, j'étais parti en 1992 là-bas avec 2 amis, Pamela puis Patricia. Deux amies filles, là. Ouais. Oui, OK. Et puis, on s'y retrouve. Pourquoi tu as le sourire là? Non, pour rien. OK. Continue. Non, mais si ma blonde, elle écoute ça. Ah OK. ouais, OK. je peux couper ce bout-là. Ah non, ça va. et donc, avec Pamela et Patricia, qui étaient 2 très bonnes amies, on s'est retrouvés balancés dans ce programme Vacances-Travail. On avait une espèce de réunion qui nous a... Parce qu'on avait choisi la France, Oui. évidemment. Oui. Et puis, on arrive là-bas, et puis, je pense, le premier jour, on avait direct une espèce de réunion. Et dans cette réunion-là, où on nous accueillait en France, il y avait des listes d'emplois qui étaient proposées pour les étrangers qui voulaient travailler. OK, fait sur en place. partant, tu savais pas où est-ce Non. que tu allais travailler. Tu savais que tu t'en allais travailler en France. That's it. J'avais un visa de travail de 3 mois qui OK. m'était donné dans le cadre du programme Vacances-Travail. Puis là, t'avais quel âge? 19. OK. Et puis, on arrive là, puis on voit des annonces de Euro Disney, puisque là, ça s'appelle Disneyland Paris, mais à l'époque, ça s'appelait Euro Disney. Oui, parce que tout le monde dit encore Euro Disney ici, mais là, ça s'appelle Disneyland Paris. Ah oui, depuis super longtemps. Ah ouais? Euro Disney, c'était juste au tout début. Et puis après ça, je pense que ça a été vendu à des intérêts français, je pense. OK, Et c'est pour ça que ça s'est appelé Disneyland Paris après. Il y a une OK. histoire de changement de nom par rapport à ça. d'accord. Et puis, en fait, avec les filles, on a vu des annonces passer comme quoi Euro Disney embauchait. Mhm. Puis on a dit, ben pourquoi pas. Les filles se sont retrouvées dans un hôtel chic à travailler pendant 3 mois. Puis moi, je me suis retrouvé barman au Buffalo Bills Wild West Show. OK. J'étais déguisé en cowboy. Puis Sur le site de Disney. Ouais, puis tu sais, en fait, tu as le parc Disney, puis juste à côté, tu as, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu as le festival Disney, ou en tout cas, c'est un à côté. OK. Et donc là, tu as le droit d'avoir de l'alcool.
Ah, c'est un off Disney, dans le fond? Ouais. Ok. Tu sais, sur le parc Disney, il n'y a pas d'alcool pour les Ouais, enfants ouais, et tout ça. ouais. Mais à côté, là, c'est là qu'il y a des bars. Là, il y avait un bar de country. Et il y avait le Buffalo Bills Wild West Show, OK. qui était, c'est un spectacle, c'est un dîner-concert, souper-concert. Un super spectacle, dans le fond. Ouais, c'est ça. Je dis concert, mais rien à voir. Souper-spectacle avec t'as Buffalo Bill, puis t'as des Indiens, puis OK. t'as des bisons, t'as des chevaux, t'as toute la grosse affaire dans une arène. Des vrais bisons ou... Ah non, mais des vrais animaux dans Ah, l'arène, là. Ouais, ouais. Sérieusement? Ouais, ouais. Ah, mon Dieu. Non, c'est un gros rodéo. OK, c'est comme un gros rodéo. OK, Ouais. OK, avec une espèce de... Je pense que j'ai rien que les arènes de taureaux en Espagne, là, mais c'est pas ça. Là, mais, Non, c'est pas une arène c'est de pas la cirque. feria ou quoi ou qu'est-ce. Non, c'est je sais pas comment dire. Je me souviens qu'il y avait 4 équipes parce que Ouais. les gens étaient assis dans des zones. Ouais. Donc, tu avais les rouges, les jaunes, les bleus et je sais pas, les roses, on va OK. dire. Ouais. Et puis, les gens vont s'asseoir dans des zones bien précises. OK, Et OK. il y a des cow-boys qui représentent leur équipe ou des Indiens qui représentent leur équipe. Ah! Et puis après ça, OK. les gens, ils mangent leur chili con carne. Ah Et ouais? pendant ce temps-là, ben, il y a tout un spectacle avec Buffalo Bill qui a son micro puis qui raconte son histoire. Puis que tout d'un coup, les Indiens se font attaquer par les cowboys. OK. Et puis après, ben, ton équipe peut perdre ou gagner en fonction des soirées. OK. Tu vois, il y a toute cette affaire-là. Les Ouais, gens, ouais, ils arrivent, on leur donne un chapeau de paille avec la couleur de leur équipe. Puis moi, j'étais dans le bar, donc j'étais même pas dans l'arène en elle-même. Moi, oui. C'est juste que c'était futé à Disney, c'est qu'il faisait rentrer les gens 1 heure avant le spectacle. Fait que si le spectacle, on va dire, il est à 8 heures le soir, ben, ils disent aux gens, il faut surtout que vous soyez là à partir de 7 heures. OK. Fait que là, les gens, ben, ils viennent à 7 heures. Qu'est-ce qui se passe à 7 heures? Les gens, il y a 1000 personnes qui rentrent d'un coup. Et là, il y a 2 bars. Et puis là, Ah, on vend là que de l'alcool. Oui, c'est là que tu travaillais, dans le fond. Puis là, c'est ça. Là, il y avait un groupe presque tout le temps, je pense qu'il y avait un groupe de chanteurs western qui faisaient leurs chansons et tout ça. Puis les gens étaient dans la bonne ambiance, puis ils passaient au bar. Et nous autres, pendant 1 heure, c'est du débit. Et ça, le rush, c'était vraiment pendant 1 heure ouais, avant ouais. le show. Fait que vous étiez là, vous étiez occupé. Ouais, pendant 1 heure. Puis après Ok. ça, on nettoyait OK. pendant le show. Et puis une fois que le show était fini, ben on refaisait une deuxième batch dans la foulée. Je pense qu'on en avait 2 par jour. Ah oui, oh mon Dieu. OK. Mais ça demandait pas mal de job parce que tu venais quand même bien des heures avant pour nettoyer ton bar, pour que tout soit Tout préparé. bien beau, bien propre pour Oui. l'arrivée des gens. Mais c'était une expérience assez le fun. Et puis, juste pour l'anecdote, c'est Oui. la fois où j'ai rencontré Michael Jackson. Comment ça, t'as rencontré Michael Jackson parce que- chez Buffalo Bill? Ben, parce que Michael Paris. Jackson et Disney, ça allait ensemble. Oui, tu sais. ça, Lui, oui, c'est correct. c'était un Oui, grand enfant, là. oui. Hein? Et Michael Jackson, il est venu à Disney pendant que j'étais là-bas. Tu sais, c'était l'année de l'ouverture en plus, donc lui, il venait visiter le parc. Et il s'est retrouvé, il paraît que dans les hôtels où mes amis, mes 2 copines travaillaient, là, il paraît qu'il y a des filles qui sont tombées sans connaissance. Ah ouais, et tout ok. ça. Parce qu'il était là? Ben oui, parce qu'il est passé dans leur hôtel, puis ça fait la folie, tu sais. OK. Et Michael Jackson, je me souviens de le voir arriver au Buffalo Bills Wild West Show une fois que les spectateurs étaient déjà assis, qui étaient déjà installés dans la salle, Ah, parce ouais, qu'ils ouais, voulaient ouais, pas faire ben non. des émeutes, là. Oui, oui. Puis il débarque avec ses 40 gardes du corps. Et puis lui est au milieu des 40 gardes du corps qui ont tous des walkie-talkies dans les mains. Ouais. Et puis lui, il est tout en rose, Ah, ouais, en OK. costume rose, Ah oui? genre pour passer inaperçu. Ben oui, Et c'est puis sûr. il est au milieu de ses 40 gardes du corps. Et puis ben, il faut une espèce de protection autour de lui. Puis il l'amène jusqu'à la section qui est réservée pour sa gang. Ouais. Et il s'installe et il regarde le show. OK. Et tout d'un coup, mon patron qui s'occupait des barman, je sais pas pourquoi, on était plusieurs barman à travailler à chaque fois. Ouais. Il a dit, ben, il m'en faut un là, qui va porter à Michael sa bouteille d'eau parce qu'il a commandé une bouteille d'eau. Puis je sais pas, il dit, ben, Denis, vas-y. Je suis là, petit Denis qui fait, ben, je pars avec mon plateau puis la bouteille d'eau dessus. Puis j'ai servi Michael Jackson. Mais je me souviens d'être resté comme un con à côté de lui parce que, j'ai servi sa bouteille d'eau. Puis je m'attendais pas à avoir nécessairement un type, Non. mais je m'attendais à ce qu'il me dise merci. Tu sais. Ah, Juste. Mais il Non. paraît que c'était quelqu'un qui avait peur des autres et qui Oui. il mettait beaucoup de Ah, temps oui. à faire Ah, confiance aux gens qui Oui. l'entouraient. ouais, ouais. Fait que je me souviens d'être resté plusieurs secondes avec mon plateau comme ça, à le regarder avec le sourire. Puis lui, il regardait en face de lui, puis il me regardait pas. Puis je me disais, bon, ben, OK, C'est ça. laisse tomber. Ouais, c'est ça. J'ai Bye. fait, here it is, sir. Je lui ai servi sa bouteille, puis après, j'ai attendu, puis j'ai dit, OK,
Ouais. Je vais le 1001, 1002, va le laisser 1003 bails. tranquille. Ouais, OK. Quand même. Mais là, t'es habillé en costume. Ouais, moi, j'étais pas en rose. Hein, Non, j'imagine. Cowboy rose, c'est plus rare, oui. Ouais, non, c'est clair. Non, j'en étais en cow-boy. Oui. Ouais, ouais. Puis, puis je me souviens, au bar, on s'était amusé avec un ami, Yann, avec qui j'ai repris contact des années après, qui habite à Lyon maintenant. On se faisait genre à la cocktail, genre avec Tom Cruise et tout ça. On se lançait les bouteilles puis les verres. Ah, comme dans le film de Cocktail. Comme dans OK. le film Cocktail, Oui, oui. on Faisait un show, là. se pitchait les bouteilles. Des fois, on en cassait. Des fois, on cassait des verres, mais dans l'eau, ça faisait le show pour les clients. Et OK. c'était drôle. Ah, Donc, fait que là, t'as fait ça pendant 3 mois. ouais. T'étais au Buffalo Bill de Disney, le Off Disney, dans le fond, pendant 3 mois. Et t'es revenu au Québec après? Et je suis revenu au Québec après. Juste avant de revenir au Québec, je suis pas fier. J'ai donc l'ami en question qui habite à Lyon. T'es pas fier, donc c'est une bonne anecdote, c'est ce que tu vas me Ouais, dire? non, je suis pas fier Ouais, de l'anecdote. ok. Ouais, c'est ça. Non, je suis pas fier parce que tu vas vite comprendre pourquoi. Mais Ouais, l'ami dont je parlais tantôt, là, qui est à Lyon maintenant, ouais. il me dit ça serait le fun qu'avant que tu partes, on se fasse une journée ensemble sur le parc de Disney, qu'on aille se faire les manèges. Oui, pour en Puis- profiter. Ouais. Puis lui, je sais plus, ça tombait sur une date où il était en congé. Et moi, j'avais demandé à un de nos boss si je pouvais prendre congé en même temps que lui. Mhm. Sur une journée où je devais travailler, OK. qui correspondait à mon avant-dernière journée de travail, je pense, quelque chose de même, ou ma dernière journée de travail. Et puis mon boss, c'est juste qu'on avait plusieurs boss, mon premier boss me dit oui. Mhm. Donc, je fais yes, c'est cool et tout ça. Donc, je dis à mon ami Yann, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, fait que Ah, en 92, c'était rare. on s'est donné rendez-vous, genre le matin, pour aller sur le parc ensemble, super tôt, à 8 h du matin, je sais pas trop. Et puis, entre-temps, j'avais eu un autre boss qui m'avait dit non, 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 on a besoin de toi. Tu peux pas nous faire ça. Désolé, mais là, tu viens travailler. Un boss plus haut, j'imagine? Ouais, peut-être. Ouais. Oui, je pense, parce que je l'ai compris après. Oui. J'aurais dû le Ah savoir ouais, avant, ouais, d'accord. et quand je suis arrivé le lendemain matin pour le rendez-vous avec Yann, l'ami en Mhm. question, ben, j'ai dit, écoute, là, puis j'avais ma chemise de cow-boy avec moi parce que j'étais en costume pour aller travailler. Ouais. Et je me souviens, j'avais une chemise rouge avec des pois blancs dessus. Et puis... Ça non plus, c'est très discret. c'était hein, un cow-boy, ouais, c'est Ouais. un bon cow-boy bien discret. Oui. Et j'ai retrouvé Yann à l'entrée du parc à Disney. Puis j'ai dit, écoute, je suis désolé, il faut que j'aille travailler, j'ai pas le choix. Puis il m'a dit, oh, mais attends, c'est pas grave. Ça arrive des fois tu laisses tomber, tu vas pas travailler. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Tu as fini de travailler. C'est la fin de ton contrat. Mais moi, tu sais, j'ai toujours été super clean là-dedans. Ouais, Je ouais. respecte jusqu'au bout Ouais. mon emploi, mes employeurs, Ouais, tout ouais, ça. c'est très honorable. Puis ouais. là, j'ai fait, ah ouais, t'as raison, OK. Fait que j'ai fait comme si j'avais oublié que mon deuxième boss m'avait dit de venir travailler. Puis j'ai gardé en tête que ce que le premier boss m'avait dit. Ouais. Fait que je suis allé avec Yann sur le parc, puis on a passé une journée à s'amuser. Habillé en cowboy. Habillé, oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai encore des photos parce que j'avais autre chose en dessous, si tu veux. Je vais avoir un T-shirt, mais Ouais. des fois, il faisait pas super chaud dans la journée. Fait que je me souviens que j'ai des photos avec La la chemise de cowboy Piqué-picoté. sur le parc à Disney. C'est ça. Ouais, ouais. Et tout ça pour dire, parce que Oui, Quand oui, oui. même. Oui, oui. tout ça pour dire qu'après dans la journée, on était tous les deux et puis on se fait les manèges. Puis à un moment donné, j'entends un accent québécois derrière moi. Puis quand j'avais 19 ans, parce que là, bon, ça fait 24 ans que j'habite en France, quand j'entends parler québécois à Paris, maintenant, je me retourne plus forcément. Là, Non, tu sais, non. ça peut m'arriver, mais c'est plus rare. Oui, oui, oui. Mais j'entends un Québécois derrière moi qui est en train de parler, fait que je me retourne, puis je me dis, ce gars-là, il me dit quelque chose. En fait, c'est un comédien, metteur en scène québécois très connu que j'avais connu à la télévision, entre autres dans L'Ancien Compte, parce Oui. que c'était Richard Niquette qui jouait un journaliste, un gros journaliste moustachu dans L'Ancien Compte. Oui, 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 oui. Et donc, je vais y parler. Je me dis, tiens, c'est drôle. Moi, je veux être comédien. Parce qu'à l'époque, je faisais du théâtre, mais encore au Au cégep. cégep. Et je me dis, tiens, je vais aller rencontrer ce gars-là, je vais me présenter. Et puis en fait, on a sympathisé. Et Richard, qui était plus âgé, lui avait une quarantaine d'années à l'époque, Oui, oui. était accompagné d'un Français qui avait le même âge que moi et qui s'appelle Nicolas.
Et on a sympathisé, en fait, avec Nicolas, avec Richard Niquette. Et on a passé la journée ensemble. C'était super. Et de fil en aiguille, ben, au bout de la journée, Richard et Nicolas, je les ai revus dans la semaine. On s'est fait des restaurants. Et c'est devenu des amis. En une semaine, tu vois, tu rencontres du monde. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'après, Richard est parti dans le même vol que moi pour Montréal. Pour revenir. Pour rentrer. Lui, il revenait du Festival d'Avignon où il avait joué La Terre est une pizza de Gilles Carle pendant tout le Festival d'Avignon. OK. Et puis là, ben, lui était en vacances. Puis, Finissait, puis il fait ça de c'était son retour. billet de retour. Là. Et donc, on a pris le même vol pour rentrer à côté d'un chanteur qui s'appelait Murray Head. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, ben... One Night in Bangkok. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça dit quelque chose, Mais cette c'est air-là? Murray Head, c'est lui qui chantait One Night in Bangkok. Je sais pas, c'est quoi l'air? One Night in Bangkok. Ah, je sais pas. Murray Head, oui. Je la connais moins que l'autre que je viens de te chanter, mais... Mais l'autre, elle me dit rien. OK. On s'entend bien. Bon, OK. c'est Bon, on la mettra dans le post-scriptum. Mais non, l'autre, elle me dit rien. OK. Mais Murray Head, attends un peu, Murray Head, ben oui. Il me Ouais. semble que c'est ça, One Night in Bangkok. Il me OK. semble que c'est sa plus connue. OK, c'est possible. Puis, en tout cas, je me souviens que dans l'avion, Murray Head était complètement à l'ouest. Tu sais, tu y parlais, puis il disait, oui, je suis chanteur, je m'en vais travailler avec Marie-Carmen Hein? à Montréal. Puis, en fait, j'y croyais à moitié. Ouais, Et ouais. genre, lui, il me voyait rire. Bon, bref. Mais au final, après, je l'ai vu à la télé. Je fais, ah oui, OK, c'était lui. OK. C'était vrai ce qu'il disait. OK. Et bon, après, je passe tout ça. Richard Niquette, en 1992, m'a dit, ben écoute, Denis, si tu as besoin d'un coach pour entrer dans les écoles de théâtre, super, on peut travailler ensemble, mais moi, je te prépare pour les entrées dans les écoles professionnelles. Parce que là, tu commençais à penser, tu pensais à faire ça Oui. comme carrière, donc tu pensais peut-être t'inscrire à des écoles de théâtre. Ah oui, moi, j'étais dû, là. Ça tombait exactement Fin à du la cégep. période Oui. où, moi, c'était ça ma prochaine étape. OK. Et donc, ben, après, j'ai commencé à préparer mes auditions pour les entrées dans les écoles avec Richard. Oui. Et après, je suis parti. J'ai pas été pris cette année-là à l'École nationale, dans les écoles de théâtre, au conservatoire et tout ça. Et je suis parti à Moncton, au Nouveau-Brunswick, Oui. pour aller étudier à l'Université de Moncton pendant 1 an dans le département de théâtre. Oui. Avec des amis d'ailleurs que j'avais connus au cégep de Valleyfield, Oui, des amis qu'on a en commun. qu'on a en commun en Oui, plus. oui, absolument. Et donc, je suis parti là-bas et donc j'ai étudié 1 an, une super année à Moncton, c'était génial. La gang était vraiment super, les profs aussi. Je m'amusais bien, mais en même temps, j'avais toujours cette envie-là d'essayer quand même d'entrer dans les écoles. Et sur l'année à Moncton, je voulais pas non plus que ça perturbe mon travail en cours d'année, parce que, tu sais, genre, il y a des écoles, peut-être, on va dire l'école nationale, admettons que Ouais. tes auditions, tu les passes au mois de mars. Ben, si tu es à Moncton, comment tu fais pour venir passer tes auditions au mois de mars puis pas rater des cours en même temps? Ouais. Tu sais, il y avait cette affaire-là. Oui, oui. Donc, C'est problématique. je me suis inscrit que dans une seule école de formation d'art dramatique, qui était le Conservatoire de Québec, d'art OK. dramatique de Québec. Et c'était drôle parce que j'avais dit à toute la gang de Moncton, j'avais ramené tous mes meubles, tout ce que j'avais amené à Moncton, là, j'avais tout pacté ça. Puis j'avais dit, OK, bon, ben désolé, mais je vais être pris au conservatoire, fait que je repars de Moncton. OK, fait que... Donc j'avais tout enlevé de Moncton en Ouais. disant, je vais être pris au conservatoire. Ah ouais? OK, t'avais de l'assurance. Et donc, je suis venu retrouver Richard qui m'a fait travailler sur Caligula, que j'avais travaillé à Moncton avec un des profs là-bas. Oui. Et Richard Niquette m'a recoaché, on va dire, avec le rôle de Caligula. Mhm. Et je faisais aussi Harlequin, serviteur de 2 mètres de Goldoni. Et je suis allé passer mes auditions au Conservatoire de Québec. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire le stage et puis, Fait que ça a fonctionné. puis à être pris au Conservatoire. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, oui, oui. Sauf que mon année, si tu veux, mon année de conservatoire a été difficile après, je l'avoue. C'est-à-dire, tu sais, Ouais. des fois, tu te dis, est-ce que je manquais de maturité? Mais j'ai jamais Ouais. retrouvé ce que j'avais ressenti dans les auditions. C'est toujours intéressant à dire ça, parce que, tu vois, je fais une carrière depuis 25 ans, Mhm. mais j'ai fait 1 an de conservatoire et après, ils m'ont remercié.
OK, fait que dans le fond, c'est pas comme... T'as pas pu continuer au conservatoire. Non, parce qu'au conservatoire, on te faisait, je pense que c'est moins de même aujourd'hui, mais on te faisait des bilans très, très durs et assez réguliers. Oui. Et en fait, les bilans, au lieu de me motiver à essayer d'aller plus loin, ça te met des fois des bâtons dans les roues parce que tu te poses trop de questions. Oui, c'est Et ça. en tant que comédienne, des fois, tu fais pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'arrive pas à retrouver la magie que j'avais eue quand j'ai passé mes auditions, puis mon stage, puis machin, puis tu sais pas pourquoi, puis tu te cherches, puis t'es encore jeune, puis c'est ça. puis tout ça, ça fait une espèce de gros brouhaha. Une boule de neige qui... Ouais. Pourquoi ça marche pas comme je voudrais que ça marche? Tu sais, c'est comme un sportif, un joueur de hockey qui, tout d'un coup, il a fait une super carrière en junior, puis tout d'un coup, il arrive dans les rangs au-dessus, puis il n'arrive plus à scorer, puis il comprend pas pourquoi. Oui, on nommera pas de nom, mais on passe à... on a des exemples. Et puis tout d'un coup, je sais pas, il va partir dans la Ligue de Suède ou n'importe où ailleurs, puis tout d'un coup, paf, ça va il super explose, bien. Tout est possible. T'étais pas nécessairement dans le bon environnement, fait que pour toi, ça cadrait pas dans tes attentes ou dans tes affinités, probablement. Peut-être. Non, mais après, des fois, la chimie, elle n'opère pas. Pourtant, j'étais bien avec les profs, j'étais bien avec les autres élèves autour de moi. Mais, oui. Ça peut arriver. Oui. Mais tout ça pour dire qu'au cours de cette année-là, donc Richard Niquette, qui était devenu un de mes meilleurs amis, est venu me visiter à Québec, je pense à l'époque du carnaval et tout ça. Donc, on avait un peu fait la fête. Et puis, une semaine plus tard, Richard est mort. Assassiné. Ça a fait les manchettes à l'époque, en 1995. Là, je parle de 1995, parce que je resitue dans le temps. Et Richard est décédé tragiquement. Et j'ai pris contact avec Nicolas, donc le Français que j'avais connu en même temps que j'avais connu Richard, que j'avais vu que pendant une semaine. Puis en 92. En 92, donc 3 ans auparavant. Mais quand j'allais chez Richard, de temps en temps, il disait « Hey, si on appelait en France, on va appeler Nicolas. » Puis tu sais, je faisais « Coucou, ça va bien? » Et puis c'est tout. Mais j'ai repris contact avec lui. J'ai dit « On a perdu un ami proche tous les deux. Ben écoute, si tu veux, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en France cet été, je vais refaire le même programme vacances-travail comme j'avais fait en 92. Je vais refaire ce système-là, puis je vais venir te voir à Paris. On va faire notre deuil de notre ami ensemble, quoi, en gros. Oui. Et puis, c'est ce que j'ai fait à la sortie de mon année de conservatoire. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, au début, je suis parti... Là, on commence ça y est, là, on peut commencer. Oui. On commence mon voyage. Oui. Mais avant, tantôt... tu disais que quand tu as décidé de te foxer la dernière journée ou ton avant-dernière journée de travail à Euro Dîner en 92, as-tu des conséquences par rapport à ça ou as-tu des problèmes? T'as-tu des... c'est drôle que tu reviennes là-dessus. Ça m'était resté dans la tête parce que tu disais que t'avais comme laissé un petit sous-entendu qu'il y avait peut-être eu des conséquences à ton geste. Non, il n'y a pas eu de conséquences à mon geste, c'est juste par rapport à mon éthique, on va dire. Okay. Mais les seules conséquences que j'ai eues, ce qui est très drôle, c'est que c'était ma dernière journée de travail et j'y suis pas allé. Ce qui fait que... Mais mon autre boss, mon premier boss, m'avait dit... Je t'avais dit oui. Change de jour et viens travailler le lendemain à la place. Oui. Mais mon deuxième boss m'avait dit non, tu viens travailler le jour qui est prévu. Mais moi... Comme je suis pas venu travailler le jour en question, eh bien, le lendemain, j'ai fait quoi? J'ai pris mon courage à 2 mains, c'est-à-dire je me suis pas défilé. J'étais allé. Je suis allé. Okay. Je suis arrivé pour travailler le lendemain. Et puis j'ai dit, mais vous me payez pas, je m'en fous, je suis là, je travaille. Mais vous n'êtes pas obligé de me payer. Je comprends que la situation d'hier, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais moi, je suis venu travailler parce qu'on avait dit ça avec le premier boss, avec John, il s'appelait. Et donc, John, il m'a dit que je pouvais travailler cette journée-là à la place de cette journée-là. Ben, je suis venu. Puis je suis là. Mais si vous voulez pas me payer, c'est pas grave. Puis là, tu sais, j'ai le patron qui m'avait dit non. Le deuxième boss, là, ben, il m'a fait monter dans le bureau du grand boss. Puis là, j'ai eu une espèce de conversation très sérieuse avec le grand boss qui me parlait en anglais. Et donc, ça faisait 3 mois que je travaillais chez eux. Mais moi, je me débrouillais en anglais, mais je n'étais pas super bilingue. C'est là où ils se sont aperçus qu'ils avaient engagé un gars qui parlait pas super bien l'anglais pour travailler dans un endroit international. Mais bon, parce que j'essayais de me débrouiller pour lui expliquer la situation, mais je m'en mêlais les pinceaux. Puis tu sais, quand tu cherches tes mots, parce qu'en plus, tu es un peu mal à l'aise
D'autant face à la plus, oui. situation. Oui, Mais, oui, oui. donc, j'ai juste été petit dans mes shorts, là, le temps de l'interview avec le big boss là, OK. qui me faisait des reproches. Mais ça t'a pas causé des problèmes quand tu as voulu retourner la deuxième fois en 95 avec le même programme? T'as pas eu de problème à retourner, là? Non, puis après, puis même le programme vacances. Là, j'ai pas voulu T'étais- retourner à Disney, hein, de toute façon. Ouais, mais de toute façon, ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que t'as pas été barré du programme parce que t'avais comme foxé une journée, là. Non, ils s'en foutaient. Et puis même, je pense que quand ils m'ont fait venir dans le bureau, c'était juste pour. Parce qu'eux-mêmes, c'était pas méchant de leur part. Je pense que c'était juste. Ils étaient obligés de me faire monter dans le bureau puis Ouais. d'avoir une conversation avec moi parce que Ça faisait partie des protocole, normes des ressources ouais, humaines. c'est ça. Oui. Mais après, je pense que ça n'a pas remonté nulle part. Il n'y a personne qui m'a mis sur une liste rouge. Ça allumait une lumière quand t'arrivais, tu passais ton passeport Ouais, à non. Charles de Gaulle. Ça. Puis moi, je me souviens que je leur avais raconté que j'avais menti un peu parce que je leur ai dit que j'allais venir travailler, Ouais. mais que j'ai rencontré un metteur en scène québécois de mon pays, de ma culture, Oui. juste avant ma journée, puis que ça m'a complètement, que je me suis dit, c'est peut-être mon avenir de comédien qui est en jeu. Oui. Tu sais, je leur avais raconté l'affaire un peu à l'envers, T'as mais... tricoté un petit peu, oui. Ouais, et que j'avais passé ma journée sur le parc parce que c'était peut-être l'occasion pour ma carrière. Oui, de faire de l'avancée de En la gros, carrière. c'est ça. Là, on est en 1995. Au mois de mai 1995. J'arrive en France pour la deuxième fois de ma vie, pour Mhm. passer 3 mois. Je viens voir l'ami Nicolas qui était ami avec Richard Niquette. Oui. Et je passe quelques jours là, mais j'ai surtout envie de voyager finalement. OK. Donc, Nico, on s'est vu, on a passé 1 ou 2 soirées avec ses parents et tout ça. Je suis débarqué chez eux, mais en même temps, moi, j'étais en touriste. Oui. Et puis, je m'étais Mais là, t'avais-tu une job? Ou Non, j'avais pas de job. Tu sais, tu débarques avec ton programme vacances-travail, ça te donne le droit de travailler, mais après, il faut que tu trouves du boulot. Ah, OK. Donc, T'as pas un boulot garanti. Là. Tu t'arrives là, il faut quand même que tu fasses des démarches. c'est à toi de te bouger. Puis je pense que là, je sais pas pourquoi, je me souviens pas d'une réunion comme j'avais eu la fois où j'avais décroché Disney, là. Oui. Je me souviens plus, ou alors je suis pas allé à la réunion, ou ben je me suis dit, oh non, mais tant pis, je vais Je me sais comment trouver ça autre marche, chose ouais. ailleurs. Mais je me souviens que j'ai les cheveux quand même assez épais. Oui. Et à l'époque, je les avais vraiment laissés pousser, mais j'avais une grosse touffe sur la tête, là. Un peu comme Robert Charlebois. Ouais, même plus. Ouais. Ah oui. Et, Quand même. Ouais, quand même. Et je suis parti dans le sud de la France parce que je m'étais mis en tête que j'allais travailler à Nice. Je trouvais que c'était nice, Nice. Nice, oui. Et puis je me suis dit, tiens, je vais aller sur la Côte d'Azur, à Nice. Je vais pouvoir bronzer tout l'été, puis me trouver une job dans un hôtel, un restaurant, ou je sais pas, on va voir. Ouais. Fait que je suis allé à Nice, puis j'avais mon CV avec ma petite photo de collée dessus, puis mes gros cheveux. Et puis... mais je pense que, tu sais, je me suis pas du tout apprêté, je me suis pas du tout mis une belle chemise, je pense. Je suis resté très... C'était le bûcheron qui débarquait, là. Tu sais, vraiment. T'avais pas le goût de te vendre nécessairement là, pour Non, te mais trouver une job. je sais pas, je me disais, non, mais je suis nature, c'est moi. Oui. Et parce que même sur mes photos que j'avais mises sur mon CV, je me souviens que c'était la chemise à carreaux et tout. Tu sais, c'était vraiment le Canadien, là. Tu sais, Ouais, qui débarque. Ouais. Mais puis j'avais fait le tour des hôtels de Nice, tous les hôtels chics. Puis je comprenais pas pourquoi ils voulaient pas m'engager. Ouais, il doit avoir une raison. Ouais. Fait que je suis resté je sais plus, quelques jours à Nice. Puis j'ai rappelé Nicolas, l'ami Nicolas à Paris. Puis j'ai dit, écoute, je trouve pas trop de job. Fait que je pense que je vais revenir chez vous. Ça dérange-tu ta mère si je viens dormir chez vous? Parce que moi, j'ai pas d'endroit pour dormir. Non. Puis il avait dit, T'as ben pas nécessairement non. des finances illimitées non plus. Ben là. oui, c'est ça, à l'époque en plus. Puis même aujourd'hui, je vous rassure. Et, et puis donc, Nico m'avait dit, ben oui, viens à la maison, pas de problème. Sa mère elle était super. D'ailleurs, j'ai une pensée pour elle parce qu'elle est décédée il y a quelques mois, là. Ah oui. Elle est devenue un peu ma deuxième mère. C'était ma maman française, comme ça que je l'ai appelée pendant 20 ans. Et les autres, ils vivaient à Paris ou. Eux autres étaient à Paris, ouais. OK. Et donc, je suis allé chez eux. Là, on est en juin 1995. Et Nicolas était dans un cours de théâtre à Paris, un cours privé qui s'appelait l'école Claude Mathieu.
Et donc, moi, j'étais là, je cherchais un job, je n'avais pas encore trouvé de job. Et puis, quand j'avais du temps, Nicolas, il demandait au directeur si je pouvais assister au travail qui se faisait. Donc, je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait dans cette école de théâtre-là. Oui, OK. Et j'ai beaucoup aimé le travail que j'ai vu à l'école Claude Mathieu. Je trouvais que c'était tellement humain, c'était tellement... On prenait qui tu étais, puis on travaillait avec la matière. Oui, Vraiment. OK. Et donc, j'ai dit, go, je passe mes auditions OK. pour l'école Claude Mathieu. Mais ça, c'est une école privée, donc tu devais payer? Tu devais payer. OK. Mais j'ai dit, moi, si je suis pris, allez, je vais m'organiser, je vais me trouver une job, puis je vais payer mes études en France. Ça, c'est une belle expérience. Oui, oui. Et puis, j'avais une amie québécoise que j'avais connue un an auparavant au stage du Conservatoire de Québec, qui s'appelle Nadine. Oui. Et Nadine, elle était venue, elle, étudier pendant un an à la Sorbonne en théâtre à Paris. Mais là, Nadine est une Québécoise. Nadine était une Québécoise Oui. qui, malheureusement, n'était pas rentrée au conservatoire à l'époque avec moi. Mhm. Mais on s'était connus sur le stage, puis on s'était bien entendus. Et puis, au bout d'un an, je suis venu voir mon ami Nicolas, que j'avais connu 3 ans auparavant. Oui. Et je venais voir aussi ma copine Nadine, que j'avais connue l'année d'avant, avant le conservatoire. OK. Nadine était à l'Université de la Sorbonne en théâtre, et puis pensait revenir au Québec Ouais. après son année là-bas. OK. Puis moi, je suis débarqué là-bas, et puis... mais en même temps, elle était hésitante aussi. Elle ne savait pas encore trop qu'est-ce qu'elle faisait. OK. Fait C'était que pas j'ai clair, dit- là. Ouais, puis j'ai dit à Nadine, hey go, tu viens avec moi, on se fait nos auditions chez Claude Mathieu, école de théâtre qu'elle connaissait elle, parce qu'elle avait déjà rencontré du monde dans l'entourage, dont Nicolas, Ouais. que je lui avais présenté Oui, à oui, distance. oui, oui. Et puis donc, Nadine et moi, on a passé nos auditions pour entrer à l'école Claude Mathieu, et puis on a été pris. Puis je suis rentré direct en 2e année, donc dans ma tête, je me disais, c'est bien, mon année de conservatoire est comptabilisée finalement, parce que je rentre dans une école qui dure 3 ans, mais là, on me met direct au 2e niveau, donc qui Ça va quand même logiquement, juste... Oui, oui. dans 2 ans, c'est fini. Oui. Je suis formé, c'est bon, là, mais je peux Oui. travailler. Oui, oui. Donc, j'ai été pris directement en 2e année à l'école Claude Mathieu. Et puis, je me suis trouvé une job dans un restaurant qui s'appelait l'Assiette lyonnaise des Halles à Paris, près des Halles. Oui, oui. Et puis, j'ai travaillé là tout l'été, puis même quelques fois après en tant que serveur. Mais là, j'ai travaillé en cuisine. Je faisais les desserts puis les entrées. Je n'avais jamais fait ça. T'avais jamais... Ouais. Mais c'était le fun. OK. C'était pas comme les brigades de chefs, des choses qu'on voit des fois à la télévision où est-ce que c'est super comme militaire, très, très sévère, Non. l'ambiance très tendue. Non, c'était relax. Ouais. Après, Ok. c'était drôle parce que j'avais une super relation avec Françoise, qui était la patronne, on va dire. Son mari était le chef, puis elle, c'était la patronne. Oui, oui. Et puis Françoise, c'était une vraie Lyonnaise avec, tu vois, elle avait de la gueule. Tu sais, puis, Oui. puis elle aimait bien aller dans la salle, s'asseoir à la table avec les clients, puis elle parlait fort, puis OK. elle était super, super souriante tout le temps, mais dans le rapport de hiérarchie, elle me vous voyait, puis moi, ça m'énervait parce que je voulais qu'elle me tutoie. Mais en fait, elle me vous voyait quand il y avait du monde, mais elle me tutoyait quand il n'y avait pas de monde. Tu sais, Ah, OK. Quand t'étais tout seul avec toi, tu Ouais. tutoyais. Mais OK. sinon, il y avait ce côté-là, c'est moi la boss, fait qu'il faut qu'on montre aux gens que Oui, je te oui. vois, mais Fait ça, qu'elle c'est très t'appréciait français bien. aussi, Oui, mais- oui, tout ça pour dire que l'Assiette lyonnaise des Halles, ça m'a permis d'avoir ma première job là-bas au début, pendant mon été. Et après, il fallait que je revienne au Québec. De toute façon, j'avais pris un billet pour revenir au Québec fin août, début septembre. Mais t'avais déjà commencé tes cours. Non, les cours, ils commençaient genre début octobre ou fin septembre. OK, fait que pendant que t'étais là l'été, t'as pas étudié. T'étais travaillais. là, tu travaillais. Je ramassais des sous. OK. Et puis, Puis comment tu t'es logé? Comment t'as fait pour... Tu logeais chez Nicolas? Attends, c'est une bonne question. Cet été-là, je pense que j'ai été hébergé par la maman de Nicolas pendant l'été. Parce que après, c'est grâce à elle qui m'a présenté un ami à elle qui m'a loué son appartement à Puteaux, en banlieue parisienne, sur ma première année, mais avec un prix dérisoire par rapport au... Ça coûtait rien par rapport aux autres prix d'appartement que j'aurais dû payer. Oui, OK. Donc lui, ça l'arrangeait parce qu'il dormait pas chez lui, mais il me laissait son Fait appartement que pour tu pas gardais cher. l'appartement, dans le Ouais, fond. c'est Puis... ça. Puis je vivais avec un Arménien qui s'appelait Arsène. Lupin? Non, Arsène Mélixétian. Ah, OK, Ouais. OK. Donc, on était coloc dans un appartement assez grand, en banlieue de Paris, du côté de la Défense, OK. si tu vois un petit peu. Là, fait que là, t'es retourné au Québec. Fait que t'avais pas le choix parce que t'avais ton billet pour retourner au Québec Et, à la fin de ton été ouais, et je devais demander un visa pour étudier.
pour étudier là-bas. Oui. Donc, l'école, Claude Mathieu m'avait fait des papiers pour officialiser mon inscription dans leur école. Oui. Puis après, ben, j'allais chercher mon visa avec ça. OK. Après, tu fais des démarches de visa ici, puis tu repars en France, puis là, tu fais des démarches à la préfecture pour avoir le droit d'étudier là-bas. OK. Mais il fallait que je passe par ici avant. Oui. Fallait que tu reviennes. Ouais, Dans le fond, consulat de France. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Puis ben, après, j'ai commencé les cours là-bas et j'ai rencontré... Mais là, tu as parlé de Nadine tantôt. Est-ce que Nadine, elle a eu le même parcours que toi dans tout ça? Ou... Ben, Nadine est rentrée à l'école aussi. Oui, OK. Oui, on était pris tous les deux dans l'école. On n'était pas dans la même classe, mais on était pris tous les deux dans l'école. Parce que tu lui avais dit, hey, viens-ten, lâche la Sorbonne, puis viens-ten avec moi. Oui, c'est ça. Et puis après, ben Nadine a fait partie de ma vie depuis. C'est comme ma sœur. OK. Voilà, OK. comme Nicolas, c'est mon grand frère. Oui, c'est quelqu'un de proche de toi. C'est des gens, ben, tu sais, ma vie, j'ai eu une deuxième comme vie qui s'est créée il y a 24 ans quand je suis arrivé en 1995. Puis je rejoignais un frère et une sœur. Je ne savais pas à l'époque, mais c'est devenu vraiment mon frère et ma sœur. Oui, avec le temps, oui, c'est ça. Tu t'es pas refait une vie, tu t'es fait une deuxième vie. Oui, c'est ça. Après, je les vois moins souvent parce que maintenant, ils habitent en banlieue. Ils sont achetés des maisons en banlieue parisienne. Oui. Ils ont des enfants. Puis moi, je suis resté le jeune de 19 ans. Oui, le jeune de 19 ans qui habite encore Oui, Paris. Ouais. Avec ma blonde. Puis, Mais oui. Puis moi, je crois pas au mariage. Puis... Fuck la banlieue. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je les aime toujours. Oui, bien sûr. Et donc, oui, après, j'ai commencé à faire la formation de théâtre chez Claude Mathieu. Et puis, je me suis trouvé une job et j'ai eu la chance, c'est une vraie chance finalement, de rencontrer toute la gang de Unibrou. Oui. Ça, c'est pendant que tu étais aux études ou après? Non, c'était pendant que j'étais aux études. Justement, il fallait bien que je gagne un peu de sous pour payer mes cours de théâtre parce que ça coûtait super cher. Oui, j'en doute pas. Oui. C'est des cours privés et tout ça. Et à l'époque, je commençais à fréquenter peut-être le bar québécois, l'Envol, si je mets dans le bon ordre mes infos. Oui. Et l'Envol québécois, qui est un bar à Paris, qui est vraiment le bar officiel québécois dans Paris, qui existe encore. Qui existe encore, OK. Ouais. Venait d'ouvrir aussi cette année-là, en 1995. Antoine, le patron, il y avait eu un autre bar avant, je pense, mais là, il avait ouvert l'Envol cette année-là. Oui. Et je pense que c'est par le bar que j'ai connu Unibrou ou l'inverse. Mais en tout cas, je me suis retrouvé à être représentant commercial pour les bières d'Unibrou. Donc, je partais en province française. Donc, des fois, c'est pour ça qu'à l'école Claude Mathieu, je ne pouvais pas avoir de cours le vendredi soir, comme certains avaient. Il y avait une espèce de cours où tout le monde passait. C'était des cours très physiques le vendredi soir. OK. Puis moi, je disais, je peux pas parce que là, je pars toute la fin de semaine. Fallait que tu travailles. Je prenais le train. J'avais des bières qui m'attendaient dans les grandes surfaces françaises. Et je faisais des animations de bières québécoises habillées en bûcheron ou en moine. En moine? Oui, ben tu sais, il y a les moines d'abbaye là, qui font la bière. Oui. Donc, comme les bières d'Unibrou avaient cette réputation d'être des bières de type belge. Inspirées, oui. Donc, il y avait ce côté-là pour montrer la qualité des bières d'Unibrou. Et des fois, j'étais habillé en bûcheron québécois, puis je faisais mon gros show. Hey, venez donc goûter nos petites bières. Puis je faisais ça dans les épiceries, dans les grosses grandes surfaces. Là-bas. Et puis, j'ai vu du pays parce que je me baladais d'une ville à l'autre. Puis tu faisais tout ça en train, là? Oui. Je faisais des dégustations de bière, comme il y en a qui faisaient des dégustations de fromage. Moi, j'étais à côté, puis je faisais tiens, venez goûter notre bière, mais on n'aime pas la bière. Ouais, mais vous allez voir. Vous aimez le vin? Oui. Là, si vous aimez le vin, vous allez voir, ça, c'est une bière qui se savoure comme du vin. Puis là, les gens, ils buvaient, puis ils disaient, OK, on va t'en prendre. Ah ouais, ça marchait. Ça marchait? Ouais. Elle était bonne fun. aussi, je suis désolé, puis c'est encore le cas. Que moi, à chaque fois que je viens ici, je me dis, les bières du... il y a tellement de bonnes bières maintenant ici. Mais... ça a explosé depuis. Là, mais je reviens des fois à mes amours de bières du Nibrou, mais je trouve qu'elles sont toujours super bonnes. Oui. Et donc, j'ai fait ça, puis je vendais aussi, je faisais le tour des bars parisiens... et je leur... OK, fait que tu allais quand même leur présenter les bières dans les bars. Ouais, je faisais goûter les bières dans les bars. Ouais. Des fois, en province, quand j'allais dans une ville puis que je dormais à l'hôtel, j'allais dans un bar le soir, puis je m'amène une ou deux petites bouteilles dans mon sac, puis je disais au patron, tiens, vous voulez pas goûter? Ça vous dirait pas de commander des caisses? Parce que moi, ça me faisait un pourcentage sur les ventes. Nécessairement. Et à Paris, je faisais ça. Je faisais des rues entières. Tu partais le matin, puis là, tu t'arrêtes dans tous les bars que tu vois
sur la rue. Puis après, tu changes de rue, puis tu fais toutes les bars que tu vois. Après, les vrais clients, ceux qui achetaient les bières du Nibrou, c'était les bars à bière, là, ceux qui sont spécialisés. Mais des fois, j'avais des petits bars de quartier qui me disaient « OK, je vais t'en prendre une caisse. » Des cafés, oui. Oui, des OK. cafés, oui. OK. Puis ils disaient « Je vais en prendre une caisse, on va essayer. » Puis après, des fois, ça marchait pas tout le temps parce que Non, c'est ça. c'est pas forcément l'endroit où les gens veulent des bières originales de même, mais Ouais, c'est ça a eu le mérite de marcher dans certains cafés comme ça OK. à cette Ouais. époque-là. Et puis après, je me suis retrouvé à faire des soirées avec Robert Charlebois aussi, parce que ou des événements, tu sais, Robert, des fois, il venait, puis... Ça, c'est dans le temps, là, si on rappelle aux gens, parce que chronologiquement, il y a des gens qui s'en souviennent peut-être Oui. pas. Dans ce temps-là, Robert Charlebois était impliqué avec Unibrou. Il était un des actionnaires Ouais. ou un des principaux actionnaires, Il y je crois. avait 20% des actions, je pense, OK. dans Unibrou. Il était vraiment impliqué dans ce... Oui. Parce que c'était au début, quand même relativement au début d'Unibrou, là, la compagnie. Oui, bien sûr. Elle était quand même assez jeune à ce moment-là. Et puis lui, c'était l'image publique de la bière C'est vrai. d'Unibrou. Il était représentant. Là. Ouais. Ben, représentant pas au même niveau que toi, mais il représentait là, publiquement plus la marque et les bières. Là. Puis tu sais, à l'époque, il y avait la maudite tournée. Oui, Fait que c'est lui, vrai. il faisait son show et il y avait carrément le logo de la maudite avec La bière à sa la tête, maudite, oui. avec sa tête sur l'affiche Oui. à la place de la tête du diable. Oui. Donc, parce que c'est sûr qu'il était plus vendeur que si ça avait été ma tête. Là, sur Ouais, il était quand même plus connu à ce moment-là, C'est ça. oui. Mais donc, lui, il faisait la promo de la bière en même temps que ses tournées de spectacle. C'était intelligent. Je sais pas si c'est Robert Charlebois qui avait imaginé ça, Ouais, mais c'est vrai ouais. que c'est une une super idée de marketing, c'est une ouais, super idée de absolument. marketing, surtout à l'étranger de même et tout. Et oui, donc on a eu des moments avec Charlebois qui est passé, ou des soirées où j'ai eu la chance de faire des super soirées, de rencontrer De le du côtoyer. beau monde. Je me souviens d'un gros concert où Robert m'avait invité au concert, puis après ça à l'after avec t'as Julien Clerc, puis Renaud, puis t'as tout le monde qui est là autour de Patrick Bruel. T'as tout le monde qui est là au milieu, puis tu te balades d'une personne à l'autre à rencontrer ces gens-là. C'est plutôt le fun, tu vois. Oui, ben oui. Fait que toi, t'as fait ça pendant combien de temps? 2-3 ans. Le temps que t'étais aux études? Le temps que j'étais aux études. Et puis après, quand l'école s'est terminée, puisque je ne vais pas rentrer dans le détail de mes 2 années d'école clown. Non, Mathieu, pas parce que nécessairement. Mais... J'ai fait du clown, j'ai fait du... et- Voici mes cours. Voici mon horaire de cours. Non, parce qu'on va être encore là demain. Oui. Mais quand les cours se sont terminés, j'ai eu une proposition. En fait, je voulais venir au Québec direct. C'est-à-dire, Ok. moi, dans mon idée, c'est ça l'affaire, c'est que Tu faisais la formation je là-bas. faisais une formation professionnelle, puis après ça, bang, je venais au Québec et puis je commençais à démarcher dans le métier ici Oui. pour exercer mon métier de comédien dont j'avais la formation finie à l'étranger. Oui. Je me disais, tiens, c'est original aussi, tu sais, c'est pas mal. Et puis, il se trouve que j'ai eu des propositions sur place. Donc, OK. j'avais- Déjà en finissant, t'avais des propositions. Oui, même, je pense que j'avais pas fini l'école. Oui, c'est ça, j'avais pas fini l'école. Je me suis retrouvé dans une pièce de café-théâtre qui s'appelait La Spécialité, qu'on a joué dans un restaurant avec des formules repas-spectacle Oui. au Des Festival super-théâtres, d'Avignon. ouais. Ouais. OK. C'était pendant le Festival d'Avignon en 1997. Donc ça, c'était mon premier Avignon. Donc j'étais content. Hey, mon premier Avignon en 1997, c'est le fun. Puis après ça, dans la foulée ou la même année, j'avais fait une tournée en Guadeloupe. Ah, J'avais rencontré un metteur en scène, guadeloupéen. C'est plate, ça? Oui, hein? Donc, j'étais encore en cours en 1997 quand je suis parti en Guadeloupe pendant 2-3 semaines pour jouer dans Le Médecin malgré lui. Fait que t'as foxé des cours pour aller faire du théâtre en Ouais, Guadeloupe, c'est ça? là, oui, ça valait la peine là, quand même. Oui. Je l'aurais fait moi aussi. Je pense que c'est une bonne idée. Et donc, je suis parti avec Bernard Bastaro, metteur en scène guadeloupéen. Et Bernard, donc, il m'avait fait confiance sur Le Médecin. Et puis, l'année d'après, en 1997-98, cette saison-là, il m'a upgradé, on va dire. Il m'a proposé de jouer le rôle de Scapin dans Les Fourberies de Scapin.
Quand même. qui T'as voulait monter. le rôle principal. Ah, OK, ben oui, c'est ça. Puis c'est un super beau rôle, une C'est super quand même... pièce. Oui, puis beaucoup de mots. Ouais. Donc, il y a beaucoup de mots, c'est sûr. Ça t'en fait beaucoup à apprendre. Ouais, mais tu sais, nous autres, les comédiens, à un moment donné, c'est pas très... le nombre de mots, c'est pas très grave. À un moment donné, ça rentre, puis une fois que c'est rentré, c'est bien rentré. Oui. Mais cela dit, j'ai eu un gros trou dans Scapin, donc quand même. Mais on a joué Scapin donc en 1998, au printemps 98, là-bas. J'ai toujours dans l'idée de venir au Québec. Et au final, je pense que c'est parce que ce projet en Guadeloupe a aussi donné suite à l'embauche auprès d'une compagnie de théâtre jeune public en 98. Fait que là, les choses se sont enchaînées, dans le fond, puis tu n'avais pas nécessairement de raison de quitter la France. Ouais, tu sais, tu avais toujours des offres. Tu contrôles pas ce qui arrive, puis les événements se font, puis tu suis. Puis en même temps, tu es chanceux parce que, je veux dire, il y a du monde qui n'ont pas cette chance-là là, de pouvoir avoir aussi des projets comme ça qui s'enchaînent, puis d'avoir des offres qui continuent d'affluer, puis qui te permettent de toujours continuer, de ne pas arriver à un moment donné où est-ce que tu dis « Ah, ben là, j'ai plus rien, puis je sais pas quoi faire. » Oui. Tu as tout le temps eu quelque chose pas qui t'a retenu là-bas, mais qui t'a permis de continuer à travailler dans ton domaine là-bas. Oui, bien sûr. Puis j'aurais pu faire des choix qui m'auraient amené à faire d'autres choses. Oui. Par exemple, tu vois, ce qu'on m'a proposé en 1998, c'était de rejoindre la compagnie du Théâtre Astral, qui faisait du jeune public, très, très jeune public, du 3-7 ans, tu vois, genre. Sauf que toi, tu sors d'une formation comédien, tu rêves des plus grands rôles dramatiques, tragiques ou comiques, peu importe, mais tu rêves de qu'on te donne de la matière, des super rôles. Tu viens de jouer les fourberies de Scapin, puis tu as envie d'en manger là, du rôle. Oui, t'es dedans, là. Et puis là, on te propose des auditions pour venir jouer l'ours de Martin. Après Chabicoin. C'est ça, c'est rien contre l'ours de Martin, là. C'est pas ça qu'on dit. Là. Non. Mais oui. Mais c'est-à-dire que je me retrouve avec un texte d'audition à apprendre. Puis je me dis, c'est plate. Ouais. Tu vois, tu te dis, je sais pas si j'ai envie de ça. En plus, donc je vais passer les auditions. La metteuse en scène n'était pas sûre de me prendre, mais l'assistante, elle voulait absolument que moi je sois engagé. Mm-hmm. Donc au final, l'assistante, elle a insisté. L'assistante a insisté pour que je passe une deuxième audition parce que j'avais pas été servi par mon partenaire sur la première ou je sais pas quoi. Ouais. Et puis finalement, la metteuse en scène, sur ma deuxième audition, elle a fait « Ah oui, on veut que tu travailles avec nous autres. » Donc j'accepte. Puis là, je vais voir le spectacle L'Ours de Martin qui est joué en école par un autre comédien, parce que c'était des spectacles à 2 comédiens. Et puis, il y a un autre comédien qui jouait le rôle que moi, j'allais jouer, donc le rôle de Martin. Et donc, je me retrouve dans un préau d'école maternelle dans Paris, puis je vais voir ça. Puis le gars, en fait, il jouait pas. Il faisait pas du théâtre. C'était devenu une espèce de gars qui dit du texte, qui raconte une histoire, mais qui dit chute aux enfants à toutes les 10 mots. OK, pour que les enfants écoutent. Pour que les enfants écoutent, mais les enfants que j'ai vus, moi, ce jour-là, après, j'en ai connu qui n'étaient pas sages, mais qui parlaient beaucoup, puis à un moment donné, t'as pas le choix de dire chute. Oui. Mais là, j'ai vu des enfants super à l'écoute, puis le gars, il jouait plus parce qu'il faisait chute tout le temps. Puis la pièce, je la trouvais bête. Ben, je sais pas, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là? Je comprends pas. Ouais. Puis j'ai mon ami Nicolas, dont on parlait tout à l'heure, qui m'a dit, toi, tu vas travailler, accepte, c'est génial qu'on te propose ça. Tu te rends pas compte, c'est 6 mois de travail. C'est un contrat de 6 mois. Ouais, tu commences dans le métier, tu vas jouer tous les jours pendant 6 mois. Et je fais, OK, je vais accepter. Et puis, il se trouve que le Théâtre Astral a été mon employeur principal pendant des années, que grâce au Théâtre Astral, c'est eux qui ont fait les démarches pour que d'un statut d'étudiant en France, je devienne travailleur, parce que en fait, c'est pas facile. J'imagine que c'est... Parce qu'on entend souvent parler que c'est difficile au niveau de la bureaucratie, au niveau de la paperasse, des démarches pour travailler en France. Quand c'est pas pris en charge par un employeur qui est dans une grosse compagnie, tout ça, quand t'es, mettons, laissé à toi-même là-bas, qu'il faut que tu fasses toi-même les démarches, c'est pas évident. Ah non,
Fait que c'est ça, tu as quand même réussi à toi à te frayer un chemin dans tout ce labyrinthe-là de la Maison des Fous. Oui, parce que j'ai été bien entouré aussi. Tu vois, l'administrateur du Théâtre Astral, qui s'appelait Jean, ben, il est allé, je pense, 4 fois à la préfecture pour moi en disant, écoutez, regardez, on a tous les contrats, tout est là pour Denis Lefrançois, il faut que vous signiez les papiers rapidement parce qu'on commence les tournées. On a mis un peu de pression et puis heureusement qu'il était là pour le faire parce que moi, tout seul, j'aurais pas pu faire autant de pression auprès de la préfecture. Non, c'est ça, oui. Et après... Je vais aller plus vite, là. Après, je suis passé d'un spectacle à l'autre avec le Théâtre Astral d'année en année. Et c'était ton employeur principal. Donc, c'était mon employeur principal, mais à côté de ça, je faisais des petits tournages, je faisais... Tu trouvais d'autres... Oui. Dès 97, j'avais tourné avec Jean-Pierre Mocky dans un de ses films. Jean-Pierre Mocky fait partie des vieux de la vieille dans les réalisateurs français. Oui, du cinéma français, oui. Oui, c'est un des derniers dinosaures du cinéma français, qui envoie balader, chier tout le monde parce qu'il fait tout ça. C'est autoproduit, ces films, mais je pense que pendant des années, peut-être c'est moins le cas ces dernières années, mais il faisait un film par an. Tu sais, c'est le Woody Allen des Français. Français, mais toujours avec du cinéma très provocateur, avec du monde à poil. Et puis, il y a toujours un jugement sur l'Église dans ces films. Okay. J'avais tourné un jeune prêtre, moi, dans ces films. Oui. Donc, c'était drôle. Mais donc, oui, grâce au Théâtre Astral, j'avais une espèce de sécurité d'emploi artistique. Oui. Puis à côté de ça, je pouvais faire d'autres jobs artistiques sans être obligé de m'en faire avec mes heures, parce qu'il y a l'intermittence du spectacle en France, et ça tient toujours, et on espère que ça va tenir le plus longtemps possible quand même, parce que c'est un gros coup de pouce pour le milieu artistique et les artistes pour créer. Puis si on pouvait juste faire une petite parenthèse, expliquer c'est quoi l'intermittence. Oui. En gros, l'intermittence, c'est drôle parce que quand je suis arrivé, au début, on me parlait d'intermittence là-bas, puis je faisais, je comprends rien. Oui, parce que moi non plus, c'est complètement... Puis à un moment donné, tu finis par maîtriser, puis c'est toi qui explique à tout le monde. Non, mais si tu fais ça, c'est bon. En gros, sur une année, sur 12 mois, il faut que tu aies fait 507 heures de travail. OK. Si tu cumules 507 heures ou plus dans tes 12 mois de travail, ça te donne une ouverture de droit de chômage, là, mais c'est une caisse de chômage qui est spécifique aux intermittents, aux artistes. Tous les artistes qui ont fait plus de 507 heures ont le droit à l'assurance chômage. OK. Tu vois, c'est pas... Oui, si tu as fait moins de 507 heures, tu n'as pas le droit à l'assurance chômage. Tu es ailleurs, là. T'es perdu. Oui. Tu te ramasses dans les mines à casser des cailloux. C'est ça. Est-ce que tu dirais que... entre autres, ça, l'intermittence. Et est-ce que tu dirais qu'il y a des avantages à faire le métier que tu fais en France? Est-ce que pour toi, c'est plus avantageux d'être en France qu'ici, au Québec? Oui. C'est tellement autre chose. Puis c'est difficile pour moi d'en parler. Je veux dire, quand je regarde les deux tableaux, tu as beaucoup plus d'artistes en France, tu as beaucoup plus de projets en France. Oui. Mais tu as autant excusez-moi du terme, de la grosse marde d'un bord, et puis des projets de qualité aussi, tu vois. Mais c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement... Tu vas te balader à Paris, il y a combien de théâtres dans Paris? J'ai pas les chiffres, mais ça doit être quand même plusieurs. Je me demande si ça avoisine pas les 200 théâtres, tu vois, dans Paris. Ouais. C'est pas toutes des productions stellaires là, non plus. Là, il y a des garages, ce qu'on appelle des garages. C'est vraiment, c'est pas vraiment des théâtres. Là. Tu fais juste, tu ouvres une porte, puis tu montes un spectacle, puis c'est pas aux normes. Là, c'est pas des théâtres. On n'appellera pas ça des théâtres ici. Non. Mais là-bas, c'est des théâtres. Donc, tu peux avoir ce type de lieu. Et c'est pas mal parce qu'il y a des compagnies qui n'ont pas d'argent, qui vont jouer dans des petits lieux parisiens, qui mettent de leur poche, et ça m'est arrivé aussi. Et puis, au final, ton projet, tu arrives quand même à le présenter et à le faire voir à du monde. Puis des fois, il se trouve que tu tombes sur la bonne personne qui va te faire aller plus loin avec ton projet. Ouais. Alors que si tu étais cloisonné dans un milieu où on va laisser passer que l'élite, c'est pas vraiment le cas ici non plus, mais au moins quand tu as plein d'endroits où tu peux t'exprimer artistiquement, tu as peut-être une chance à un moment donné d'avancer.
Est-ce que tu as la chance de pouvoir montrer ce que tu fais, puis tout Ben ça? oui, Fait c'est que ça. la visibilité va t'amener ailleurs. Puis après, tu peux travailler. C'est compliqué parce que moi, j'ai travaillé en France. J'ai autant travaillé dans les tout petits théâtres. Et puis, ça m'arrive encore. Oui, oui. Là, ça va m'arriver sur un projet. Je suis en train de répéter Marie Stuart de Schiller. Super texte, super auteur. Le metteur en scène colombien est génial. OK. Il n'y a pas de budget. Mais c'est pas grave. Tu sais, mais j'ai accepté de le jouer, ce spectacle-là, parce que ça va être trop. Trop cool, ouais. Ça va être Parce génial. que tu tripes aussi dans le faire. Ou là, Oui, on va jouer au Théâtre de Nesle à Paris. C'est un lieu qui est connu, le Théâtre de Nesle, mais c'est grand comme, grand comme le salon. Là. OK. Mais, Mon salon n'est pas grand en passant. non, c'est peut-être un petit peu plus grand que ton salon, mais quand même. Mais c'est un tout petit lieu. Qu'est-ce que tu veux comme perspective de spectacle à jouer au Théâtre de Nesle? Ben, peut-être que quand on va jouer à l'automne prochain, Marie Stuart, au Théâtre de Nesle, il va y avoir une personne dans la salle qui va dire « Hey, ça m'intéresse. Moi, j'ai un théâtre à tel endroit où je veux vous acheter pour des tournées. » En France, ça marche de même. Puis tu pars bang, bang, bang en tournée. Ouais. Ou tu as quelqu'un Les qui gens veulent te produire ailleurs, dans d'autres salles ou dans d'autres marchés. Là. Puis après, il y a le côté, si tu joues à Paris, c'est pas forcément l'endroit où tu vas faire de l'argent, sauf sur les grosses productions. Oui. Mais par contre, si tu vends en province, là, c'est pas toi qui mets des sous de ta poche, c'est les théâtres qui achètent. Donc, en général, on rêve tous de partir en province avec un spectacle qui était monté à Paris. Tu montes ton spectacle à Paris, puis tout d'un coup, bang, on t'achète à gauche, à droite. Puis au fur et à mesure des années, avec une compagnie, comme ça m'est arrivé là, j'ai des théâtres qui me suivent, j'ai des villes qui disent si un spectacle de Denis Lefrançois, on veut bien l'acheter. OK. Parce que tu as monté des spectacles avec les années, tu as fait des productions, puis tu as vendu tes productions-là, puis tu as pu justement aller, comme tu dis, dans les théâtres de province pour donner les spectacles. Ouais. Après, j'ai eu beaucoup de spectacles jeunes publics. Oui, c'est ça. Parce que, comme j'ai accepté de jouer L'Ours de Martin. Oui. L'Ours de Martin est très important dans ta carrière. En 1998. Et ben après, il se trouve que j'ai joué Bon Appétit Mon Roi. Et puis après, j'ai joué. Qu'est-ce que j'ai joué déjà? Je sais pas, j'ai joué plusieurs spectacles pour le Théâtre Astral. Puis après, le Théâtre Astral m'a dit est-ce que tu voudrais pas. Je reviens au Théâtre Astral, tu vois. Oui. Est-ce absolument. que tu voudrais pas écrire les textes, la prochaine pièce du Théâtre Astral? OK. Parce que c'était pas nécessairement des pièces qui existaient déjà, c'est des productions, des créations. C'était la directrice artistique qui s'appelait Lucette Grimaud, et son surnom c'est Pouka, qui... On y va dans les détails. Voilà. Et donc Pouka, elle écrivait tous les spectacles en fait du Théâtre Astral depuis sa création, parce qu'elle c'est considérée comme la Ariane Mouchkine du jeune public. Et donc Pouka, c'est une espèce de personnage comme ça, puis elle avait écrit toutes ces pièces pendant des années. Puis à un moment donné, on n'en pouvait plus. Puis comme elle savait que j'avais publié de la poésie, que j'étais auteur, elle a dit « Denis, est-ce que tu voudrais pas écrire la prochaine pièce de la compagnie ?» Et j'avais dit « Ouais », puis on avait cherché des thèmes ensemble. Puis j'avais écrit une pièce qui s'appelle, toujours d'ailleurs, Mousse la Frousse. OK. Et Mousse la Frousse, on l'a créé en 2001 au Théâtre Astral. Ouais. Et Mousse la Frousse, il joue toujours. OK. Au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est une production que toi, tu as écrit ou co-écrit. J'ai écrit Mousse la Frousse V1, oui. Mais je ne l'ai pas mis en scène. Pouka a pris sa retraite artistique en 2005 à peu près. Mm-hmm. Et en 2006, le spectacle était toujours demandé. 2007 aussi. Après, je sais pas, parce que j'ai fait une autre mise en scène d'une pièce que j'ai écrite pour le Théâtre Astral qui s'appelait Le Robot de Toc en 2006. Mais je vais y revenir parce qu'il y a une autre étape 2006 qui est très importante là-dedans. Oui. Et après, en fait, j'ai refait une version de Mousse la Frousse en 2008 parce que j'en pouvais plus de mon texte de 2001 que je voulais mettre au goût du jour. Oui. Donc, et comme on m'a proposé de continuer le spectacle avec le Théâtre Astral, j'ai écrit une nouvelle version plus comme je la voulais là en 2008. Oui. Et puis j'ai fait ma propre mise en scène. Donc j'ai refait un nouveau spectacle avec Mousse la Frousse. Et Mousse la Frousse, qui était un spectacle du Théâtre Astral jusqu'à maintenant. Le Théâtre Astral vient de fermer ses livres définitivement cet automne. Et donc, c'est la compagnie que j'ai
fondé, qui s'appelle la compagnie Ayoy, Oui. compagnie franco-québécoise, qui a récupéré en fait Mousse la Frousse et un autre de mes spectacles qui était au Théâtre Astral puis qui tournait encore. OK. Fait que toi, tu as pu racheter, je sais pas comment ça fonctionne, mais tu as racheté les droits de diffusion, tu as racheté les droits de la pièce, parce que tu es quand même l'auteur, donc tu as les droits d'auteur. Ouais, mais je suis le metteur en scène aussi, donc T'es le metteur en j'avais scène tous aussi. les droits, puis j'avais même payé le décor, parce que quand on a fait Avignon avec Mousse la Frousse en 2010, je sortais d'une grosse série télévisée en France qui s'appelle Plus belle la vie. J'avais gagné pas mal de sous cette année-là avec Oui. la série, et j'avais dit, bon, ben, tout l'argent que j'ai gagné à la télé, je le mets sur le Festival d'Avignon, et j'ai repayé un nouveau décor à Mousse la Frousse. J'ai fait un petit lifting à mon Mousse la Frousse, OK. puis j'ai Il a pu rajouté... continuer à vivre encore des ouais. années avec ce show-là. Ouais. Donc, si tu veux, je me suis retrouvé coproducteur du spectacle à partir du moment où, en 2010, j'étais celui qui finançait le Festival d'Avignon du spectacle. Ouais, ouais. Et au-delà de ça, la compagnie du Théâtre Astral, de toute façon, tout m'appartenait, entre guillemets, avec ces spectacles-là que j'ai récupérés du Théâtre Astral. Et aussi, ils avaient des dettes vis-à-vis de moi parce que je n'avais pas été payé. On sait quand une structure va pas bien financièrement, Non, c'est ça. ben, ça gèle toutes les dettes. Ouais, Et ouais. moi, j'ai été gelé de grosses dettes avec eux OK. qui ne me seront jamais payées parce qu'ils ont mis la clé sous la porte. Ouais. Et donc, ils m'ont donné, en gros, les spectacles que j'avais créés chez eux. OK. Pour que je quand les même... récupère. Ouais, c'est ça. Tu as quand même pu récupérer à ce moment-là. Ah, oui, oui. D'une certaine façon, oui. On va faire un petit, juste un petit croche sur ta carrière. Tu as parlé de Plus belle la vie. Oui. Comme pour toi, dans toute... Prends une gorgée. Vas-y, parle. Pour toi, pour toi, dans ta carrière, est-ce que ça a été déterminant de voir ce rôle-là à la télévision? Parce que on pense toujours que la télévision, ça va ouvrir les portes et que ça va tout te donner toutes les possibilités. Est-ce que tu trouves que ça a été déterminant dans ta carrière? C'est une bonne question. Voilà, c'est ce qui conclut la première partie de mon entrevue avec Denis. Revenez-nous la semaine prochaine pour la suite de cette conversation sur sa vie d'expatrié. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao! Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partoutdanslemondepodcast@gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez Partout dans le monde podcast.